Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. La pyrite peut causer des dommages importants à une propriété. Mais ces dommages peuvent apparaître 10, 20, même 40 ans après la construction de la maison. Alors comment peut-on déceler la pyrite et régler le problème? Pour le savoir, j'ai rencontré René Vincent, qui est ingénieur et directeur technique du Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. René Vincent, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la pyrite? La pyrite, faut d'abord commencer par démystifier le nom. Parce que c'est pas vraiment vrai que c'est de la pyrite. Dans le fond, la pyrite, c'est une petite particule couleur or qui ressemble dans le fond à des noix en proportion d'un gâteau. Donc, un gâteau aux noix, c'est un gâteau qui a des noix. La pyrite, c'est les noix dans le gâteau. Donc, quand on a des remblais, on va parler tantôt, ce n'est pas de la pyrite, c'est un shale pyriteux. Et dépendant de la sorte de shale, dépendant de la sorte de pierre, on aura plus ou moins de pyrite. C'est-à-dire, si je reviens à l'exemple de nourriture et de gâteau, si on a un gâteau aux noix et qu'on est allergique aux noix, on a 100% de chance d'avoir un problème. C'est sûr qu'il y a des noix. Si on a un gâteau blanc, pas de noix, personne n'en met, il n'y a pas beaucoup de risque qu'il y ait de la pyrite dans le gâteau blanc. Normalement, il n'y en a pas. Mais si on a un gâteau banane, il y a certains cuisiniers qui vont en mettre, donc il y a des risques, des probabilités. Donc la sorte de roche va être influencée par la sorte de gâteau, et donc on aura un indice de gonflement différent. Et donc la pyrite, c'est les petits grains qui sont dans les différentes roches. Donc aujourd'hui, on va appeler ça de la pyrite parce que c'est plus simple, mais normalement, on aurait appelé ça un shale pyriteux, un calcaire pyriteux, etc. Mais la pyrite, aujourd'hui, ça va bien aller. Et quels impacts la pyrite peut avoir sur une propriété? Je vous ai tracé ici un petit croquis et je vais ajouter quelques commentaires. Donc, c'est un exemple typique d'un bâtiment, ça arrive sud, n'importe où à Montréal. Donc, j'ai dessiné ici l'excavation générale du bâtiment. On a le mur extérieur, les deux murs extérieurs auxquels on va mettre un drain français à l'extérieur, puis on dit, tiens, je vais mettre un garage. Donc, le garage, on va l'imaginer dans cette section-là, la section droite de mon dessin. Donc, l'entrepreneur remblaye de chaque côté le bâtiment. Et, sous le garage, je dis, moi, ce garage-là, je n'ai pas besoin. Pour excaver, c'était plus facile de tout excaver de pleine grandeur, mais on va le remblayer avec de la pierre pas chère. C'était l'optique générale. Donc, l'entrepreneur remplit de pierre pas très chère le dessous du garage. Généralement, on y met de la pierre 0,3. C'est-à-dire que c'est une pierre, quand il y avait un gros mur de roche, ils l'ont cassé pour qu'il devienne plus petit, et ils prennent tout ce qui est plus petit que 3/4 de pouce, des petites pierres, des grosses moyennes, et ils mélangent, ils mettent tout ça ensemble. Dans ce qui sera plus tard le sous-sol, on met généralement de la pierre 3/4 nette. C'est donc une pierre qui n'a pas de poussière. Il y a juste des roches. C'est pas une pierre lavée, on s'entend. C'est juste que c'est à peu près toute la même grosseur de roche. Par la suite, l'entrepreneur a mis une dalle de béton en dessous, au-dessus du remblai. Ce que ça fait, c'est que les symptômes de la pyrite, c'est de gonfler. Ça augmente de volume. Donc, dans un cas comme celui-ci, si on a de la pierre pyriteuse, la pierre va essayer de gonfler dans toutes les directions. C'est un peu comme si j'étais caché sous le garage et j'essayais de sortir. Donc, je vais, avec mes épaules, je vais essayer de soulever le plancher et je vais bomber le plancher du garage dans ce cas-ci. Comme je réussirai pas à sortir, la pierre non plus, la pierre va essayer de pousser de chaque côté pour écarter les murs et les murs vont se retrouver, j'exagère bien sûr, les murs vont se retrouver inclinés comme ceci vers l'extérieur. Les planchers du sous-sol vont faire la même chose. S'il y a un gonflement dans certains secteurs, ça va se soulever comme ça. Parfois plus, parfois moins. Donc, quand on visite un immeuble, on remarque qu'il y a des fissures. Il y a des fissures particulières. On va trouver sur les coins des murs. On va avoir une fissure qui nous donne un indice. Il peut y avoir un espace entre le mur du garage et le plancher. C'est d'autres indices. Et bien sûr, les déformations et les fissures du plancher, quand on les interprète, ça nous indique qu'il y a ou qu'il n'y a pas
présence de pyrite. On n'a pas la preuve, juste à regarder, on n'a pas une preuve hors de tout doute, mais on a un indice. Il faut coupler nos observations avec une analyse du matériau de remblai. Est-ce que c'est un problème qui va durer toute la vie? C'est un problème sérieux, c'est-à-dire que le matériau périteux peut réagir longtemps, pendant des années. Sauf qu'un jour, sa réaction tend à se terminer. Mais on établit qu'en bas de 30-40 ans, les risques de gonflement, les risques de mouvement sont significatifs. Un bâtiment de 40, 50, 70 ans, on pense, si au téléphone on me dit le bâtiment a 70 ans, je m'attends que si c'est périteux, je m'attends que ce soit croche. Par contre, je ne m'attends pas à ce que ça bouge vraiment davantage. Donc, ça a bougé pendant des années. Le plancher d'une maison de 70 ans, il est tout croche, sauf que ça ne devrait plus bouger. C'est que dans un cas comme celui-là, quand on a bien établi la situation et le problème, ce qu'on va parfois suggérer, c'est de remettre à niveau le plancher et de dire « ça ne bougera plus beaucoup ». Ça ne veut pas dire que ça ne bougera plus. Ça ne bougera plus vraiment, ça ne bougera plus beaucoup. On ne peut pas dire ça à un bâtiment de 20 ans ou 30 ans. Les risques de mouvement sont trop importants. Même si le bâtiment de 20 ans a peut-être pas de signe. À regarder le plancher, peut-être qu'il n'y a aucun signe, mais on sait que dans 30 ans, il pourrait commencer à bouger. 70 ans, on est moins inquiet. Donc, l'âge de la propriété, c'est un facteur. Quels sont les autres facteurs à considérer? L'âge, vous l'avez dit, l'humidité. C'est sûr que s'il y a un petit peu d'humidité, ça peut réagir. Si la pierre baigne dans l'eau, ça ne réagit pas parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Parce que l'oxygène est un facteur. Sauf que si la pierre baigne dans l'eau, vous avez un autre problème. C'est un autre thème. Ce qui va influencer, par contre, c'est la grosseur de pierre. Tantôt, je vous parlais de la pierre 3/4 nette ou de la pierre 0,3/4. Quand vous avez de la pierre 3/4 nette, c'est des pierres qui ont à peu près toutes la même grosseur. Donc, c'est tout comme des billes mises ensemble dans une chaudière, disons. Si la pierre, nos billes dans l'exemple, gonflent, quand ils vont exploser, ils vont briser, ça va bloquer tous les petits trous qui restent entre les billes. Pendant le temps que ça remplit les espaces entre les billes, ça gonfle pas. Par contre, si vous avez une pierre 0,3/4, au lieu d'être des billes toutes la même grosseur, c'est des billes de toutes les grosseurs que vous imaginez. La petite poussière, de la moyenne, de la grosse. Et donc, ça vient super compact, très, très, très compact. Même si ça gonfle juste un petit peu, ça va faire déformer. C'est un peu comme si on était sur un matelas. Quand on est ici sur le 3/4 net, c'est comme si on est sur le matelas et on essaie de lever le plafond. Nos pieds vont descendre parce que c'est pas compact, parce que la roche va se séparer et elle va remplir les petits trous. Jusqu'à temps que les pieds, le matelas soit écrasé au maximum, comme dans le cas du 0,3/4, qui se compacte, qui devient dur. Et à ce moment-là, aussitôt que ça devient dur, tu peux lever le plafond. Ou dans ce cas-ci, lever la dalle. Donc, la sorte de pierre va avoir une influence. Si c'est de la pierre 3/4 nette, de la grosse pierre, c'est moins à risque un peu qu'une pierre qui est granulée, qui contient beaucoup de particules fines. Et comment on fait pour déceler la pyrite? Pour le déceler, il y a comme deux grandes façons. La première vraie façon, la plus efficace et la plus formelle, c'est de faire une analyse de pyrite, l'indice IPPG, qui est l'indice pétrographique du potentiel de gonflement. Mais avant, il y a la façon visuelle. On jette un œil, quel âge a le bâtiment? C'est un bâtiment de 10 ans, ça se peut qu'on verra rien. Un bâtiment de 70 ans, normalement, on va voir les signes. Est-ce qu'on voit des fissures dans les coins? Généralement, si on se place dans la rue puis on regarde le bâtiment qui a un garage à droite, généralement, au bout de la main, à peu près à 8-10 pouces du coin, on a une fissure. S'il y a une fissure là, grosse chance que ça soit de la pyrite. Donc, on va regarder des fissures, on va regarder la forme, la fondation, même si c'est du béton, ça plie un petit peu, on voit des signes, des fissures particulières en dedans, autour de la fondation, puis souvent entre la maison principale et le garage. On voit les déformations de plancher. Même si il y a un tapis, on va le sentir. En marchant, un expert en marchant va voir les déformations, va sentir les déformations du plancher. Dans tous les cas, si on veut être sûr qu'il y a ou qu'il n'y a pas de pyrite, ça prend l'indice pétrographique du potentiel de gonflement. C'est l'IPPG que tout le monde connaît maintenant. Et pour faire ça, c'est intéressant de savoir comment ils déterminent l'indice. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent prendre un échantillon, ils font un trou dans le plancher, un trou
par secteur différent. Donc, dans un exemple comme celui-ci, la pierre qui est ici est souvent différente de celle qui est de l'autre côté. Par contre, si la maison est toute au même niveau, le garage est au même niveau que le sous-sol, à ce moment-là, normalement, ça va être la même. Mais on prend un échantillon par niveau de sol. Le laboratoire, les gens du laboratoire vont prendre la roche et ils vont regarder les roches une par une. Ils vont dire, celle-là est ronde et grise pâle, celle-ci est plate et grise foncée. Et ils vont toutes les séparer et ils vont les peser et ils vont arriver à un indice en proportion. Parce que, je vais vous montrer ici un petit document. C'est un exemple qu'on pourra voir davantage tantôt, où on voit les sortes de roches. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on a du shale. Le shale, c'est comme un gâteau aux noix, ça contient de la pyrite. Donc, on a un indice de 1 qu'on multiplie par la quantité de roche. Donc, en proportion, on a 30% de la roche qui est du shale, on va multiplier par 1. Donc, on a un indice pétrographique de 30 en partant. Si on a, par exemple, un shale partiellement recuit, c'est une autre sorte de roche. Les risques de gonflement sont différents. On prend la proportion de poids qu'on a, mettons 20% de cette sorte-là, multiplié par son facteur. C'est comme ça qu'on monte notre indice pétrographique de gonflement. Et comment on fait pour régler le problème? Pour régler le problème, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y en a juste une. Mais puisque le problème est de taille, la solution l'est tout autant. Ce qu'il faut, c'est enlever la pierre. Il faut briser la pierre. Il faut enlever toute la dalle de béton, retirer la pierre dans les secteurs qui sont problématiques et la remplacer par de la nouvelle pierre. Vous verrez dans quelques secondes des photos qu'on a prises lors de certains de ces travaux-là, où on voit bien que faut faire de la grosse excavation. On enlève tout le matériel et on le remplace. Vous voyez aussi sur les photos ce qu'il y avait avant qu'on le soulève, avant qu'on le remplace. Donc, les entrepreneurs qui ont été appelés ont vu ce que vous voyez maintenant, les photos où les planchers déformés, les fissures dans les coins, on les voit bien maintenant. Et c'est ça qu'on a enlevé, c'est ça que l'entrepreneur a excavé et a corrigé. Ici, ce sont des travaux majeurs. J'imagine que les coûts sont aussi assez élevés. Oui. Chaque prix varie d'une maison à l'autre. À quel endroit est situé le bâtiment, quelle profondeur. Est-ce qu'on en a seulement 8 pouces ou on en a 4 pieds? Ça va changer. C'est souvent des dizaines de milliers de dollars. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de troubles, mais ça vaut à peine de magasiner, de vérifier auprès de 2-3 entrepreneurs et s'assurer qu'ils connaissent ça pour vrai et qu'ils ne sont pas improvisés. Mais il y a aussi, dans certains secteurs, une subvention offerte par la ville. Donc, il y a eu la CQC, l'Association des consommateurs de la qualité dans la construction, qui a fait beaucoup de démarches, qui ont travaillé fort auprès du gouvernement pour obtenir des subventions. Et certaines municipalités les offrent encore et peuvent aider les consommateurs à payer une partie des travaux qui visent le bâtiment proprement dit. Et est-ce qu'il y a des régions au Québec qui sont plus touchées que d'autres? C'est difficile de dire quelle région est la plus affectée, parce que ça serait dire c'est une zone à risque, achetez pas là, et c'est pas vrai. Même s'il y a des bâtiments qui sont affectés, ça ne veut pas dire que le secteur, que la municipalité, que la maison ne vaut pas la peine d'être achetée. Mais il y a des secteurs où il y a peu ou pas de pyrite, parce que les carrières dans ces coins-là avaient pas de pyrite. Donc, il n'y avait pas de shale, il n'y avait pas d'une roche dangereuse à risque pour le gonflement. Donc, il y a des villes où, en théorie, il n'y en a pas. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas facilement exclure un endroit parce que, dans certains cas, l'entrepreneur avait un bon prix sur de la roche qui venait d'une autre ville et ça se peut que la roche soit rendue ici. Mais il y a des secteurs où il y en a davantage que d'autres. Mais il y a des solutions et souvent, il y a moyen de négocier. Les gens, à ce temps, c'est connu, là. Donc, souvent, les gens, maintenant, acceptent de négocier sur les travaux qui sont à faire. René Vincent, merci beaucoup pour ces renseignements. C'est un plaisir. Afin d'aider financièrement les propriétaires à régler les problèmes causés par la pyrite, le gouvernement du Québec a mis en place le programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par la pyrite. Vous trouverez plus d'informations sur ce programme sur le site web de la Société d'habitation du Québec, dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. À la prochaine!